Voilà, et là vous m'entendez, je m'entends moi-même répercuter. Bienvenue à cette séance de la section littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est bien connu dans la vie genevoise, puisque c'est le directeur de la bibliothèque Bodmer. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la bibliothèque Bodmer, je pense que vous aurez aujourd'hui une occasion d'avoir une folle envie d'y aller et d'aller voir ce qui s'y passe, puisque Charles Mella vous en parlera. Donc, il nous est connu à nous comme l'ancien président de la Fondation Bodmer depuis 1994 et depuis 2003 le directeur de la Bibliotheca Bodmeriana. Il faut dire à ce propos que cette collection de Martin Bodmer, léguée à Genève, était un endroit de haute distinction, mais vraiment aussi d'une très grande discrétion. Et grâce à l'intervention énergique de Charles Mella, c'est devenu un lieu connu non seulement à Genève, mais dans le monde, puisqu'on sait ce qui s'y passe et qu'il s'y passe des choses extraordinaires, comme cette récente exposition sur l'histoire de la médecine et comme l'exposition sur Solzhenitsyn dont il va être question maintenant. Je ne vais pas vous faire un résumé de la carrière de Charles Mella, mais si on faisait une rapide plongée en arrière, on verrait que c'est l'homme d'infidélités successives greffées sur une fidélité fondamentale. Ces infidélités successives, ce sont les carrières multiples qu'il a eues. Rappelons que c'est quand même une des grandes preuves de la mobilité de l'intelligence que de savoir faire face à des problématiques différentes. Il a été doyen de la faculté des lettres avant de devenir le directeur de la bibliothèque Bodmer. Il a été notre professeur de littérature française médiévale et à ce titre, avant même de venir à Genève, son livre « La Reine et le Graal » avait été en 1984 couronné par un prix de l'Académie française. Donc vous avez là une carrière académique française, une carrière académique à Genève, le passage par le décanat de la faculté des lettres, et à cette occasion, on avait beaucoup parlé de lui comme recteur, mais on ne peut pas les avoir, tous ceux qu'on aimerait, et lui, ma foi, on l'a raté, et néanmoins, nous le retrouvons ensuite à la tête de cette bibliothèque. Ça, c'est les infidélités successives, mais vous voyez, la fidélité fondamentale, ce serait, comme on va le voir maintenant, Solzhenitsyn n'étant pas son domaine de spécialisation, c'est la passion qui l'anime pour tout ce qui est la parole et la communication par la parole. Si vous vous rappelez peut-être cette petite maxime d'Héraclite à propos d'Apollon de Delphes, il ne dit pas, il ne cache pas, mais il fait signe. Eh bien, je pourrais dire que Charles Mella s'intéresse à la parole dans la mesure où elle dit, dans la mesure où elle cache aussi, et dans la mesure où surtout elle est significative. Je pense que la conférence qui nous attend sera en particulier une démonstration de ça, mais de beaucoup d'autres choses aussi. J'ai le plaisir de donner la parole à celui qui fut mon successeur comme doyen de la faculté des lettres. Toujours très agréable d'être introduit par des amis. Merci, mon cher André, pour ces paroles extrêmement chaleureuses. Je vous parle donc aujourd'hui de Solzhenitsyn, le titre Solzhenitsyn, le courage d'écrire. Je pars d'une citation que l'on trouve dans le premier cercle, où le personnage principal, Nergine, qui est l'autre nom ici de Solzhenitsyn, dit ceci à un de ses camarades de détention. « Je tire mes conclusions non pas de la philosophie que j'ai lue, mais des récits concernant des êtres réels qu'on rencontre en prison. » La phrase résume l'essentiel de l'écrivain. Enfin, je me risque à parler de Solzhenitsyn, mais la personne, évidemment, qui serait la mieux qualifiée pour le faire, c'est mon collègue et ami Georges Niva, auquel on doit ce superbe volume qui vient de sortir maintenant sur l'exposition elle-même et publié aux éditions des Syrtes. Donc, la phrase résume parce qu'il commence à dire « il a lu ». Il a lu et beaucoup. La philosophie est présente. La littérature européenne aussi, la philosophie
à laquelle il est fait mention dans le premier cercle, l'Académie de Platon, le Jardin d'Épicure, le scepticisme, jusqu'à la philosophie indienne du Samkhya. La littérature, Dante. Dante est présent, je peux dire, dans le titre même de l'œuvre, et pour encadrer le roman. C'est dans l'Inferno, au 4e chant, où il est dit « dans le premier cercle qui entoure l'abîme ». Et au 2e chapitre du premier cercle, le héros, enfin Solzhenitsyn, intitule le chapitre « L'idée de Dante ». Vous êtes en enfer, dit un des personnages, c'est Dante qui a inventé le concept de Charashka, si l'on veut. C'était la question de savoir où devait-il mettre les sages de l'Antiquité. Et Dante, présent au début, est également présent à la fin de ce roman absolument passionnant, pour clore le roman avec la référence au 3e chant de l'enfer. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Dante, Goethe aussi. Allusion toujours, par exemple, au pacte de Faust, dont le diable emporterait l'âme s'il lui venait à dire « Ô instant, arrête-toi, tu es trop beau ». Le chapitre, c'était juste le chapitre qui précède ma citation précédente, intitulé « Ô instant, arrête-toi ». L'être humain est insatiable. Le bonheur, ce serait peut-être alors le moment où tout s'arrêterait enfin dans l'évidence d'un moment. Et pour Faust, cet ultime moment où finalement Méphistophélès va pouvoir s'emparer de lui, c'est le moment où s'éveille l'idée de rendre l'humanité heureuse. Alors évidemment, Solzhenitsyn dit c'est peut-être une raillerie du bonheur, parce qu'il pense au lendemain qui chante, bien sûr, quand il est en prison. Donc il a lu, mais le premier cercle est un roman à cet égard profondément européen. Mais ce n'est pas là où il puise. Il dit qu'il écrit des récits. La forme bouleversante du récit qui va le faire connaître au monde, c'est celle que vous avez dans Une journée d'Ivan Denisovitch, ce qu'on appelle le skaz. C'est une forme traditionnelle du récit, à la 3e personne, mais tout entier conté dans le langage propre du protagoniste, sans le jeu, mais sans rien d'autre que ce que voit, que ce que vit de l'intérieur au cours d'une seule journée, indéfiniment répétable, un sujet privilégié qui est ici le zèque, c'est-à-dire, c'est le nom que l'on donne par abréviation au prisonnier, lequel prisonnier est un moujik russe, Ivan Denisovitch Choukov. C'est donc comme une sorte de, je dirais, de style indirect libre, une sorte d'aparté permanent du protagoniste. On se coule constamment dans ses pensées, dans ses impressions, dans ses réactions, et vous n'avez qu'à lire le début d'une journée pour immédiatement le percevoir. À 5 heures du matin, comme tous les matins, on sonna le réveil à coups de marteau contre le rail devant la baraque de l'administration. De l'autre côté du carreau, tartiné de 2 doigts de glace, ça tintait à peine et s'arrêta vite. Par des froids pareils, le surveillant n'avait pas le cœur à carillonner. Il ne dormait jamais une seconde de trop, Choukov, toujours debout. Sitôt le réveil sonnait, ce qui lui donnait 1h30 de temps devant soi, d'ici au rassemblement, du temps à soi, pas à l'administration. Et au camp, qui connaît la vie peut toujours profiter de ce répit. Mais il écrit, toujours dans la citation que je donnais au début, il écrit des récits qui sont des récits de prison et qui concernent des êtres réels. Bien sûr, c'est un écrit, par conséquent, il est composé, il est structuré, mais c'est un écrit qui tient seulement registre du réel, registre des événements qui ont eu lieu à une date précise et de personnes qui ont existé, même si on leur donne des noms d'emprunt. Si vous prenez par exemple le premier cercle, où où les 800 pages vont se dérouler sur l'espace de 3 journées, datées entre le samedi 24 décembre 1949 à 17h et le mardi 27 décembre 1949 en début d'après-midi.
Eh bien, les détenus, prenez le premier dont on va avoir vraiment l'importance dans le récit, il s'appelle Gleb Nerjin, c'est Solzhenitsyn. Nadia, avec les événements réels qu'il connaît, Nadia, c'est sa vraie femme, venue lui rendre cette seule visite de l'année qui a été enfin acceptée le 25 décembre. Comme dit des chapitres, c'est le jour du Noël protestant, parce que normalement le Noël orthodoxe, bien sûr, est plus tardif. Le germaniste, le linguiste communiste Lev Roubin, qui est aussi en prison, c'est Liev Kopeliev. L'ingénieur fou et génial, cette fois de droite, Dimitri Sologdin, c'est Dimitri Panine. Et vous pouvez voir, si vous venez à l'exposition qui a lieu actuellement à la Fondation Martin Bodmer, vous pouvez voir tiré de l'album de la famille Solzhenitsyn cette photo de ceux qu'on appelait les trois mousquetaires, où l'on voit l'auteur entouré de ses deux compagnons de prison, réunis 20 ans après, à Moscou, en 1968. Le peintre Kondrachev Ivanov, dans le roman, c'est en fait un peintre réel, Ivatchev Moussatov, et le tableau qui est décrit dans le roman, un tableau évidemment que je ne pouvais pas laisser passer puisque c'est le château du Saint Graal. C'est le moment où Parsifal, par la brèche de l'abîme entrouvert sous les pas de son cheval, voit pour la première fois surgir au loin, auréolé d'une lumière qui semble plus pure que celle même du soleil, le château du Saint Graal. Eh bien, ce tableau qui était là, dans l'atelier du prisonnier en décembre 1949, ce tableau n'est pas une invention, ce tableau, vous pouvez le voir là, en ce moment, à Colonie, dans l'exposition qui est consacrée à Solzhenitsyn. Et vous le verrez à côté du premier cercle, accroché sur un mur dont la couleur bleu glacial a été choisie à dessein, devant donc le tapuscrit serré de la troisième rédaction du premier cercle. Et dans cette quête du Graal dont je parle ici, qui est plus profondément pour l'auteur, comme le dit Georges Niva, une quête de la Russie, de cette Russie qui subsiste sous les traits défigurés par la Révolution, un pays broyé par cette roue rouge dont il sera question dans sa dernière œuvre, frappé par la hache, tailladé par la hache du goulag, et par cette sinistre entreprise, ce régime de la prison, je cite, qui lentement tue l'être humain qu'il y a en soi. Eh bien, dans cette quête du Graal, le personnage qui va incarner cette réalité spirituelle, cette réalité profonde, le concierge rouquin à demi aveugle, Spiridon Yegorovitch, ce personnage existe aussi bel et bien, à tel point que vous pouvez lire dans cette exposition encore une lettre que 13 ans après, en septembre 1962, Solzhenitsyn lui adresse, cherchant à retrouver son adresse. Et quelques jours après, vient la réponse de Spiridon à son cher ami Sacha, le 16 septembre 1962. Ce personnage de Spiridon est une des figures fondamentales de l'œuvre de Solzhenitsyn, comme les Matriona, dans la maison de Matriona, comme les Choukov, lui qui est inventé, le moujik russe, Matriona étant le juste sans lequel il n'est pas de village. Donc il y a un parti du réel, ce qui n'est pas la même chose que le réalisme, qui ne serait que représentation et figuration. Un parti du réel, c'est une transcription du réel, ce réel qui s'est imposé à lui, qui a fait intrusion dans sa vie, et qu'il va, au fond, affronter dans sa révolte et sa volonté inébranlable de faire tomber tous les masques du mensonge, ceux d'un pouvoir qui prétendait au bien de tous
et qui anéantissait des millions d'êtres humains parmi les plus authentiques. Un des écrits des livres édités par Solzhenitsyn s'intitule « Il ne faut pas vivre, ne pas vivre dans le mensonge ». L'archipel du Goulag, qui est l'œuvre qui a vraiment marqué, est dédié, dit-il, à tous ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses, et qu'ils me pardonnent de n'avoir pas tout vu, de ne m'être pas tout rappelé, de n'avoir pas tout deviné. Quand il écrit l'archipel de 1958 à 1967, il appelle cette œuvre « Essai d'investigation littéraire 1918-1956 ». Le titre est intéressant parce que ça n'appartient à aucun genre. L'œuvre de Solzhenitsyn est non seulement une œuvre qui a changé le cours de l'histoire, mais c'est une œuvre qui aussi, sur le plan même de l'écriture, sur le plan littéraire, est inclassable, introduit au fond des novations tout à fait exceptionnelles. Un essai d'investigation littéraire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire qu'il y a une enquête, pensez à Hérodote, une enquête historienne, mais une enquête qui se fait à partir de ce qu'on appelle en anglais oral history, l'histoire orale, et donc qui est conçue comme une œuvre collective, qui aurait pu être collective d'ailleurs, écrite à plusieurs, comme il l'a demandé à certains des anciens zèques, et qui donne dans sa 3e édition les noms de 227 personnes qui ont apporté leur témoignage. Ce livre, écrit-il, ne contient ni personnages, ni événements inventés. Hommes et lieux y sont désignés sous leur vrai nom. Mais c'est aussi une investigation littéraire. Littéraire non pas au sens d'une fiction, des pouvoirs de la fiction, dont on dirait qu'elle est plus vraie que la réalité, pour nous faire raisonner cette réalité. Non, c'est littéraire au sens d'une écriture, au sens des pouvoirs d'une écriture, d'une langue qui retrouve les mots perdus de la langue, la saveur des parlers. Solzhenitsyn ne se séparait jamais de son dictionnaire de la langue russe de Dalle, qu'il contribuait d'ailleurs dans ses carnets et ses notes également visibles à la Fondation, à enrichir et à étendre. C'est une langue également enrichie, soulevée par ses métaphores. Il y a d'abord celle de l'archipel, qui est absolument extraordinaire. Ça désigne ce réseau invisible, secret, égrené dans un pays qui prend alors la forme d'un immense océan de mensonges. Ce réseau qui draine par des milliers de canalisations obscures, masquées, les vagues successives, depuis l'origine de la Révolution, de millions d'hommes arrêtés et jetés en prison, non pas pour leur faute, mais pour leur simple appartenance à une catégorie qu'on veut éradiquer au nom d'un idéal totalitaire. C'est le fameux article 58 de la partie spéciale du Code pénal de 1926 que Solzhenitsyn décrit et détaille abondamment au début de l'archipel du Goulag. Cette métaphore, il l'exprime ainsi au premier chapitre de la 2e partie de l'archipel du Goulag. Les milliers d'îles de l'archipel ensorcelé s'éparpillent du détroit de Bering jusqu'au Bosphore, ou presque. Elles sont invisibles, mais elles existent, et c'est invisiblement aussi, mais constamment, qu'il faut transporter d'île en île des esclaves, eux-mêmes invisibles, bien qu'ils aient une chair, un volume, un poids. Cette chair, ce volume, ce poids qu'il rend à travers ses œuvres. Et bien sûr, s'il y a archipel, il y a donc des ports importants, que sont les prisons de transit.
Il y a des ports un peu moindres, comme les camps de travail. Il y a des vaisseaux d'acier bien clos, les wagons de chemin de fer, ou dissimulés dans un wagon parmi ceux qui emportent d'autres passagers, se trouve là encore un fourgon de zec. Et dans les rades, en guise de chaloupe, il y a les fourgons automobiles qui les prennent ni vus ni connus. Ça, c'est cette métaphore de l'archipel qui, on peut dire, soulève l'ensemble du roman, de l'immense roman. Et puis il y aura la métaphore de la roue rouge, cette roue qui détale, qui va entraîner, broyer comme la roue d'une locomotive sur son passage, comme une meule folle, entraînée dans une course que plus rien n'arrête, et peut-être comme la roue aux yeux du char d'Ézéchiel. Et aussi, je dirais, l'admirable ouverture poétique d'août 14. Je vous la lis. Ils quittèrent la stanitsa, ça désigne un village cosaque. Ils quittèrent la stanitsa à l'aurore d'une matinée diaphane, quand au premier soleil, les crêtes d'une blancheur éclatante se dressaient si prochaines avec leurs replis bleu sombre, et chacune de leurs échancrures si visibles qu'un homme inaverti eût pensé les atteindre à 2 heures de cheval. Elles jaillissaient si grandes dans le monde des petites choses humaines, si miraculeusement naturelles dans le monde des choses fabriquées. Tous les hommes, autant qu'ils furent à naître dans les âges, eussent-ils apporté, pour en faire de gros tas, bras écartés à lâcher prise, tout ce qu'ils inventèrent, ou même imaginèrent jamais qu'ils n'auraient pu élever, chaîne de montagnes aussi invraisemblables. C'est l'évocation, au tout début de la roue rouge, des crêtes du Caucase visibles depuis la steppe, quand le père de Solzhenitsyn quitte le village natal pour s'engager volontaire dans l'armée qui va conduire à cette grande catastrophe qu'est la destruction de la deuxième armée et le suicide du général Samsonov. Vision qu'a eue d'entrée de jeu Solzhenitsyn, même tout jeune, que c'était là où tout basculait. C'était là le point, en tout cas, de départ de l'immense roman. Eh bien, ces crêtes du Caucase, visibles dans le lointain, à des hauteurs de plus de 6000 mètres, comme vous le savez pour le Caucase, elles ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas un hasard si, au moment d'ouvrir cette gigantesque entreprise d'écrire les nœuds de la Révolution sur plus de 6000 pages, les différents nœuds qu'il va, par une sorte de récit par segment de durée fragmenté, il cherche ces nœuds autour desquels tout va s'articuler, à lesquels les différents plans vont passer et se recouper. Alors il commence, il y a août 14, novembre 16, mars 17. Et cette entreprise, donc, qui est énorme, l'auteur va d'une certaine manière l'introduire en dressant au début de son roman la chaîne formidable des montagnes, tel un défi, tel un modèle, ou peut-être comme une figure tutélaire. Et il y a encore la métaphore initiale du premier cercle, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait été empruntée à Dante. On ne pouvait se faire à l'idée d'hommes éclairés, commente Nergine à propos de ce passage de Dante. Cette l'idée d'hommes éclairés, les sages de l'Antiquité, entassés avec toutes sortes de pécheurs et condamnés à des tortures physiques. Alors Dante a imaginé pour eux un endroit spécial en enfer. C'est le premier cercle qui entoure l'abîme, qui borde l'abîme. En vérité, dit le narrateur, dit Dante, guidé par Virgile, je me trouvais sur le rebord de la vallée d'abîme douloureuse. Nous parvînmes au pied d'un noble château, cette fois entouré de hauts murs, et par cette porte j'entrai avec ces sages, arrivant en un pré à la fraîche verdure. Les 7 portes, les 7 enceintes représentent les 7 arts libéraux, la philosophie sans les lumières de Dieu dans cet enfer de Dante.
Et la question est de savoir pourquoi Solzhenitsyn a recours à cette image au début du premier cercle. C'est ici que se concentre, je dirais, toute la vie de Solzhenitsyn. C'est en 1948 qu'on a créé les camps spéciaux, qui étaient des prisons laboratoires, qu'on appelait d'un sobriquet, dont on ne sait pas trop l'origine, des charachkas. Et on les avait créés pour concentrer dans ces lieux, notamment autour de Moscou, ou à Moscou même, les savants, les ingénieurs, dont le travail pouvait servir aux visées du régime, aux visées de guerre ou de répression. Par exemple, l'un de ces prisonniers célèbres de la Charachka a été Tupolev, celui donc qui a été l'inventeur des avions appelés Tupolev. Et les conditions, bien qu'elles fussent celles de la privation de liberté et de ces vexations permanentes destinées à tuer lentement l'être humain en nous, les conditions y restaient relativement encore privilégiées. Seulement voilà, si l'on s'avise de ne pas jouer le jeu, de ne pas produire dans les délais, alors on a au début du roman une évocation saisissante du petit père des peuples, sur 3 chapitres, en train d'attendre qu'on lui trouve les moyens d'avoir des communications téléphoniques indéchiffrables. Alors évidemment, en avant, tous les laboratoires d'acoustique et d'analyse de la parole sont mis en branle au sein de la Charachka où se trouve Solzhenitsyn lui-même. Mais si vous vous avisez de ne pas jouer ce jeu, de ne pas produire les instruments, les technologies nouvelles du pouvoir, décrypteurs de paroles, chiffreurs absolus, par exemple dans le cas du roman, ou encore ces caméras de surveillance à infrarouge pour espionner les esprits rebelles ou innocents qui, se croyant du même coup hors d'atteinte, parlaient ou se rencontraient librement. Si vous faites cela comme Gerasimovitch, l'un des personnages, ou comme Nerjine lui-même, c'est-à-dire Solzhenitsyn, le mathématicien, eh bien vous partez au goulag. Vous êtes alors entraîné au fond de l'enfer. Rien de pire que là-bas, dit Nerjine, c'est-à-dire vous êtes entraîné dans ces camps de redressement par le travail de la Sibérie ou du désert du Kazakhstan, qu'on appelait le goulag. Ça a été le sort de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn est un brillant mathématicien. Il a été diplômé en 1941 par l'université de Rostov, avec mention très bien à toutes les épreuves qui le qualifiaient pour l'enseignement supérieur et la carrière de chercheur en mathématiques. Vient la guerre. Il est mobilisé. Il connaît l'expérience de la guerre comme officier en Prusse. Les 2 seules sorties du territoire seront été pendant la guerre en 1941 et après pendant son exil. Il commande une batterie de reconnaissance par le son, où il est d'ailleurs décoré, et hautement décoré, pour son argent, pour son courage et son action. Eh bien, c'est lui, ce héros de l'armée rouge, qui, pour avoir été surpris d'écrire dans une lettre privée à un camarade d'enfance des propos qui le montraient plutôt sceptique, en tout cas pas dupe, à l'égard de Staline, c'est lui qui va être en 1945 arrêté, jeté en prison, faire 5 ans de Charachka, suivi, puisqu'il ne voulait pas coopérer, de 3 ans de goulag à Ekibastouze, dans le Kazakhstan, à la frontière du désert. Donc expérience de la guerre, expérience de la prison, aussi expérience de la maladie. Il y a le cancer qui le frappe. En 1952, alors qu'il est encore au goulag, une tumeur maligne va être opérée au bagne
par un remarquable chirurgien qui était Bagnard lui-même et qui enverra à Omsk les analyses histologiques de son patient, ce qui le sauvera justement au moment de sa rechute. Ce cancer réapparaît en effet en 1955, alors qu'il est sorti du goulag, mais qu'il est en relégation, c'est-à-dire qu'il est assigné à résidence dans une région toute proche du Kazakhstan, à Kokterek. Et là, il va être traité et guéri à l'hôpital de Tachkent. Et c'est cette expérience qui donnera l'ouvrage également qui a fait sa renommée, Le pavillon des cancéreux. Expérience de la guerre, de la prison, de la maladie, et maintenant l'expérience de l'écrivain persécuté, qu'il va travailler clandestinement d'abord, avant d'entrer en lutte ouverte avec le pouvoir soviétique. Pendant 20 ans, sans vouloir quitter la Russie, raison pour laquelle il n'aimait pas trop être présenté, qu'il ne se reconnaissait pas dans le terme de dissident. Lui estimait que l'on devait rester en Russie. Pendant 20 ans, il lutte seul contre le pouvoir, de 1955 à 1974. Il aura eu, entre-temps, en 1972, le prix Nobel. Tout bascule dans cette lutte, dans ce combat de l'écrivain qu'il raconte dans Le Chêne et le Veau, tout bascule autour de la parution incroyable, invraisemblable, en 1962, d'une journée d'Ivan Denisovitch. C'était incroyable parce que d'abord, il a donné son manuscrit anonyme, il a fait parvenir à la revue Novimir. Et en effet, Khrouchtchev avait été à ce moment-là à la tête, le secrétaire général, avait donc pris la tête de l'Union soviétique, et il amorçait le dégel. Et il avait besoin pour ce dégel d'avoir aussi disons, à nourrir la tradition, l'antistalinisme, et d'avoir donc là des documents, des écrits. Et donc, la revue Novimir, très célèbre, très importante, à la fin de 1962, va publier une journée d'Ivan Denisovitch. Et cela parce que la revue était dirigée aussi par un poète paysan, Tvardovski, et qui, tout en restant lié profondément au pouvoir soviétique, reconnaît dans ce que dit Solzhenitsyn les accents de cette Russie du peuple, de cette Russie paysanne. Et donc il est enthousiasmé par le récit. Évidemment, il dit à Solzhenitsyn, on ne peut pas le publier sans l'accord du secrétaire général. Et donc le manuscrit est soumis à Khrouchtchev, qui apprécie le dit manuscrit et donne par conséquent le feu vert. Donc en 1962 sort une journée d'Ivan Denisovitch. Dans la journée, c'est épuisé. On raconte l'histoire réelle de cet homme mal vêtu arrivant dans un kiosque et disant « Est-ce que vous avez ce livre dont j'ai oublié le titre, mais qui dit la vérité ?» Et ça a touché immédiatement des millions de personnes. À partir de ce moment-là, le statut de Solzhenitsyn était changé. L'ouvrage sorti dans la revue Novimir en 1962 sera ensuite, au début de l'année suivante, publié, 2 parutions, dans la Roman Gazeta et dans un petit livre avec un papier évidemment de très mauvaise qualité qui était aux éditions Sovetski. Vous verrez à la Fondation Bodmer l'un et l'autre livre. Et ce sont des livres comme la Roman Gazeta qui ne sont pas, là je dirais par rapport à la Fondation Bodmer, on se trouve à la fois dans la continuité avec la collection Bodmer, parce qu'il s'agit des écrits, des autographes, des écrits marquants de l'histoire humaine, mais également
je dirais, dans une certaine distance prise à l'égard de la bibliophilie. Ce n'est pas les beaux papiers que l'on cherche ici. C'est un ouvrage qui a été manipulé, qui a été passé de main en main, qui a été lu jusqu'au bout, et comme on dit en russe, jusqu'au trou, qui est fait dans le livre lui-même. Et donc c'est un exemplaire qui est chargé, si je puis dire, de ce passage de main en main de ces lecteurs qui y ont puisé leur force de résistance et leur nourriture spirituelle. Évidemment, le dégel n'allait pas durer très longtemps. Et ça s'est vite refermé. C'est alors que Solzhenitsyn entre en lutte ouverte avec le pouvoir, tout en rusant avec lui, c'est-à-dire en cachant, par exemple, le fait qu'il est en train d'écrire, en dissimulant ses écrits. Et cette lutte est ainsi présentée, on peut dire, par l'écrivain, lui qui, vous savez, quand il était au Goulag, et même à la Charachka, c'est raconté dans le premier cercle, il ne peut pas écrire. Même les feuilles de papier sont vite comptées, ramassées, etc. Ils n'ont pas le droit de posséder quelque chose non plus. Il était arrivé à obtenir un essénine, n'est-ce pas, et ça lui a été confisqué. Donc, il n'avait rien pour écrire. Il pouvait simplement faire les recherches mathématiques, ramasser les dessins, ramasser à la fin de la journée de travail pour servir au dessin général de la construction du fameux codeur ou chiffreur absolu. Donc il ne pouvait pas écrire, au point même qu'il était doté d'une mémoire phénoménale. Et donc il composait ce qu'il voulait écrire en vers, milliers de vers, Dorojenka, qui est le chemin, un petit bout de chemin. Il le composait, et pour le mémoriser, ils étaient fabriqués un petit chapelet, que vous verrez d'ailleurs aussi à l'exposition, parce on a aussi ces objets qui sont là, un petit chapelet qui est confectionné avec des bouchons de liège, des petites parcelles de bouchons de liège reliés par un fil, et la 10e perle, si je puis dire, étant constituée plutôt par un petit rectangle, ce qui fait que l'on sait qu'on est au 10e. Donc c'est comme ça qu'il a mémorisé des milliers de vers. Il ne pouvait rien écrire. Tout ça aurait été, on peut dire, saisi à charge contre lui. Et donc entraîné de nouveau des brimades et des persécutions supplémentaires au sein de la prison. Donc quand il est sorti du goulag, il a alors cette sorte de joie d'avoir enfin du papier sur lequel il va pouvoir écrire. Et d'ailleurs, vous verrez toujours cette écriture extrêmement serrée, extrêmement économe. Il n'y a jamais de marge. Ni de haut, ni en bas, ni sur les côtés, n'est-ce pas ? Tout le papier est utilisé. Et ce qu'il écrit ainsi, ce manuscrit qu'il écrit, en donnant le change, n'est-ce pas ? Il le fait dans le plus complet secret. Eh bien, ensuite, il le dactylographie pour détruire le manuscrit, parce que le manuscrit serait compromettant si on le saisissait. Donc il en fait une dactylographie, et suivant les rédactions, une première ou une deuxième ou une troisième dactylographie, en brûlant toujours la précédente. Après quoi, il va falloir le faire passer, puisque ce n'est pas édité. Alors le faire passer, comment le diffuser ? C'est cela ce qu'on appelle justement le samizdat, c'est-à-dire cette diffusion clandestine, soit des personnes qui vont recopier à la main elles-mêmes le texte de l'auteur et le diffuser, ou bien qui vont le dactylographier et également le diffuser, ou encore, comme vous le verrez dans une des vitrines de cette exposition, le texte est photographié sur un format plus réduit, on en fait un tirage sur papier photo standard, en format 10 x 15 cm, et puis c'est diffusé, et on détruit la dactylographie initiale. Ou bien encore, on fait un microfilm
ce qui a été le cas de l'archipel du Goulag. Et là, Solzhenitsyn, quand il apprend que l'une des invisibles, l'une de ces personnes qui dactylographiaient pour lui dans le secret, chacun avait un bout de chapitre différent ou un chapitre distinct, sans se connaître entre eux. C'est un véritable réseau secret qui s'était ainsi constitué. Et l'une d'elles va malheureusement garder une dactylographie. Et le KGB va venir, le KGB va perquisitionner chez elle, saisir et l'interroger. Et au sortir de l'interrogatoire, cette femme va se suicider. Et quand Solzhenitsyn apprend cela, alors il donne immédiatement l'ordre de faire sortir en Occident, de publier en Occident ce qu'il avait déjà fait sortir, c'est-à-dire l'archipel du Goulag. Et il l'avait fait sortir comment? En l'ayant microfilmé et en ayant, alors vous avez eu un article d'ailleurs dans la Tribune de Genève récemment, où Andreïev, M. Andreïev, qui était le petit-fils du peintre Léonid Andreïev et le fils du poète Vadim Andreïev, donc M. Andreïev, qui est donc Sacha Andreïev actuellement, a à lui-même, c'est lui qui a reçu dans les boîtes de caviar la capsule en question et qui l'a transmise et l'a fait passer, il est allé la chercher et est arrivé à la faire passer par ce moyen, capsule dans une boîte de caviar et par la voie diplomatique vers l'Occident. Et à partir de ce moment-là, la bombe explose, mais c'est une bombe atomique, si je puis dire, spirituelle. C'est pas les armements, c'était quelque chose qui va... Et c'est là où je dis ce qui est absolument admirable, c'est de voir comment un écrivain, par la seule force de l'écriture, par la seule volonté de dire la vérité, par aussi le courage d'affronter des années durant la proximité de la mort, le danger, et en même temps les privations et les souffrances, est arrivé à lézarder, à ébranler un empire qui allait quand même de la mer de Chine jusqu'à Cuba, qui semblait devoir durer un millénium sans qu'on puisse y toucher. Et lui était persuadé qu'il reviendrait en Russie et qu'il verrait la fin de ce régime. Donc, cet archipel, comme vous le voyez ici, a été commencé en 1958. L'auteur, pendant 2 années, en 66 et en 67, va passer 2 hivers. Alors là aussi, dans quelles conditions d'écriture? Il avait connu, quand il était prisonnier au Goulag, il avait connu un ami estonien. Et il avait toujours une très grande estime pour les Estoniens. C'était des gars fiables à 100%, pas quelqu'un qui trahirait. Donc il avait un ami, Arnold Souzy, qu'il recontacte et qu'il retrouve, et qui va le recevoir chez lui, dans un petit village à quelques heures de bus de Tallinn, un village avec une ferme que l'on rejoint après ces heures de bus uniquement à ski, ce qu'a dû faire Solzhenitsyn, et là, dans ce qu'il appelle son repère, il va écrire l'essentiel des parties de l'archipel du Goulag qui avait été commencé plus tôt, je le dis, en 1958. Donc 10 ans. Et quand il est parti, il a confié ce manuscrit à cet ami. Et que fit Arnold Souzy? Ce manuscrit, il l'a mis dans une boîte en fer. Et cette boîte en fer, il l'a enterrée profondément. Et 20 ans plus tard, en 1990, Arnold Souzy rendit à Solzhenitsyn ce manuscrit qui, lui, n'avait pas été détruit. Ce manuscrit qui a donc échappé au plus fin limier de la période soviétique. Eh bien, vous l'avez sous les yeux, vous devez vous précipiter pour voir cela. C'est-à-dire l'ouvrage qui a changé le cours de l'histoire, ce manuscrit lui-même, il est là, sous vos yeux, dans une des vitrines, un tas à la fois conséquent, qui est une des vitrines de l'exposition en question. C'est quelque chose d'absolument mythique.
Et c'était pour les ouvrages de cette période extrêmement rare. Vous n'avez pas, par exemple, de manuscrit du premier cercle, puisqu'on détruisait le manuscrit lui-même pour éviter, évidemment, d'être surpris et emprisonné. Alors, le premier cercle, lui, c'est encore un destin différent du livre, n'est-ce pas ? Il a été écrit de 1955 à 58. Donc, vous voyez, 55-58, il écrit le premier cercle. En 59, en 3 semaines, il écrit Ivan Denisovitch. Et il va commencer l'archipel du Goulag et aussi le pavillon des cancéreux. Le premier cercle, c'est ce qu'il avait amené, comme dit Georges Niva, dans le sac du bagnard. C'était ce qu'il a écrit alors qu'il enseigne de façon inoffensive à l'école du village de Kokterek au Kazakhstan, où il est assigné à résidence. Avant qu'il soit définitivement libéré, il est assigné à résidence au moment, 1 ou 2 mois avant la mort de Staline en 1953. Alors il en fait une première rédaction, achevée à l'automne 56, il en fait une seconde rédaction à l'automne 57, il les supprime, il en fait une troisième rédaction en 1962 lorsqu'il est à Riazan, et c'est cette rédaction que vous avez là encore dans une des vitrines de la Fondation, sous le fameux tableau du château du Saint-Graal que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il va défigurer ce récit parce qu'il espère pouvoir le faire publier. Rappelez-vous, 1962, fin 62, c'est l'acceptation de publier dans la revue d'Ovimir l'ouvrage de Ivan Denisovitch. Donc il pense qu'il va pouvoir le publier, mais pas sous la forme du premier cercle, tel que c'était. Et notamment, il y avait 96 chapitres, c'est ramené à 87, et surtout, le cadre de l'histoire change. Parce que toute l'histoire commence avec un diplomate qui est soudain mu, Innocenti Volodine, qui est soudain mu par une sorte de remords et qui veut à tout prix prévenir d'une arrestation ou d'un risque important. Alors, dans la version d'origine, il s'agissait en fait d'un coup de téléphone que le diplomate passait à l'ambassade américaine pour les avertir que 2 espions soviétiques travaillaient dans le secteur nucléaire pour, justement après, transmettre à Staline les secrets de la fabrication de la bombe. Et là, ce que veut dire Solzhenitsyn, c'est que face à un tyran qui peut porter en lui la destruction de l'humanité, il y a le devoir de trahir. C'est ce qu'il dit, au fond. Vous imaginez que ce genre d'ouvrage pouvait difficilement passer. Alors, dans la version soft, il s'agit d'un mouvement... Donc, les 2 espions sont tout à fait réels, c'était les époux Rosenberg. Dans la version, disons, adoucie, c'est un diplomate qui se souvient d'un médecin qui avait soigné sa mère et qui apprend que ce médecin qui devait transmettre à d'autres médecins des considérations sur la guérison, sur les traitements, etc., donc en contact avec l'étranger, que ce médecin allait être arrêté. Et il passe un coup de téléphone pour le prévenir. Et le roman est compris entre ce coup de téléphone initial et 3 jours après, l'arrestation de Volodine, parce qu'entre-temps, les géniaux prisonniers de la Charachka avaient mis au point un analyseur de parole, un décodeur, qui leur permet d'identifier les empreintes vocales. Ils inventent les empreintes vocales, de rendre la voix visible, comme il y a des empreintes digitales. Et donc, du même coup, identifier sans risque possible d'erreur, ou très peu, le personnage qui avait passé le coup de téléphone. Et là, vous avez la scène terrible de l'arrestation, parce que Volodine est un diplomate qui appartient à une famille qui est actuellement, on peut dire, qui est bien vue, qui fait partie des privilégiés du système. Il y a 3 filles que l'on marie, chacune fort bien. Et Volodine, qui en a épousé l'une d'elles, n'est-ce pas, va être arrêté. Et cette arrestation est terrifiante.
à la fin du récit. Elle rejoint ce que Solzhenitsyn avait écrira plus tard au début de l'archipel du Goulag sur la nature même d'une arrestation. Je veux dire que là, ça fait froid dans le dos, avec une sobriété et on peut dire une sorte de minutie dans les détails administratifs qui est absolument accablant. Chaque personnage, chaque membre d'un service qui rentre, redemandant comme si de rien n'était, l'identifier, déshabiller la personne, etc. Et cela se faisant sans fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune volonté possible qui puisse résister. Donc, pour faire passer ce roman, il va donc en changer le début et le roman, malheureusement, ne passe toujours pas, ne sera pas pris dans la revue Novimir. Alors il va le réécrire en 1968 et sur le manuscrit, vous verrez que la rédaction que vous avez sous les yeux est une rédaction qu'il a, dit-il, rédigée en 62 pour une œuvre qui avait commencé en 59, enfin dont il avait la rédaction finale en 59, en 62, troisième rédaction, qu'il détruite en 64 et réécrite sur la base de la rédaction que vous avez sous les yeux en 1968. Est-ce que c'est là tout? C'est déjà une vie très chargée. Est-ce que c'est tout? Cette vie a encore connu une nouvelle arrestation, avec la certitude de repartir au goulag, et même d'être éliminé. Et vous verrez, quand il est embarqué pour prendre l'avion sans savoir où il va, par un geste naturel, voyant un morceau de pain traîner, il le prend avec lui parce que les Zèques avaient l'habitude de ne jamais laisser un morceau de pain traîner. Il le prend avec lui, le met dans sa poche, et ce morceau de pain de 74 que vous verrez également dans l'exposition. Ce n'est pas tout parce qu'il va être donc amené, donc il va être arrêté, déchu de sa nationalité, proscrit. Il va arriver en Allemagne, à Berlin, où il est reçu par Heinrich Böll, et il va partir aux États-Unis. Alors, on me dirait, là, ça y est, là, enfin, tranquille et heureux. Pas du tout, parce qu'il ne supporte pas l'exil. Pendant 20 ans, il va être là, à Cavendish, dans le Vermont, avec toujours ce projet chevillé au corps, dans cette expérience de l'exil qui est désormais la sienne, ce projet d'écrire l'histoire de la révolution russe. R17, la roue rouge. Rien, vous le voyez, n'a pu briser Solzhenitsyn, ni l'arrestation saisissante, ni le goulag, ni la persécution dont témoigne l'histoire des manuscrits, des tapuscrits, des samizdat, de la diffusion, des éditions, etc., ni l'énormité d'une tâche gigantesque qu'il s'était fixée de dénoncer, de démontrer le goulag, de remonter à travers les archives et les enquêtes d'historiens des écrits à ce qui en est la cause, la révolution soviétique, pour connaître à son tour la cause de cette révolution. Alors il remonte à août 14. Quand tout a-t-il basculé? Quand la Russie a-t-elle commencé à perdre son âme? Et il n'arrive pas à saisir ce moment ou ce nœud initial. Mais rien ne l'a fait dévier de son entreprise d'écrire la vérité pour affranchir le monde du mensonge du goulag et pour restituer à la Russie son histoire perdue. Alors je veux conclure avec cette citation que je prends justement à la table du banquet et au château du Saint-Graal dans le premier cercle, référence à la fois, vous voyez, au Graal et à Platon. Donc André et moi-même, nous sommes particulièrement ravis de ces références. Aucun camp ne doit briser la beauté spirituelle d'un homme. Un être humain possède depuis sa naissance une certaine essence. C'est en fait le noyau de cet être humain, son jeu. Et on ne sait pas encore très bien qui forme qui, si c'est la vie qui forme l'homme ou bien, grâce à la vigueur de son esprit, si c'est l'homme qui forme la vie. Car il a quelque chose à quoi il peut se mesurer, un point de repère, car il a en lui une idée de la perfection qui, dans de rares moments, émerge soudain devant son regard spirituel. Et l'artiste, comme Kondrachev dit un peu plus loin,
Si, en regardant le modèle, je vois quelque chose de plus élevé que ce qu'il s'est révélé être jusqu'à maintenant dans la vie, alors pourquoi voulez-vous que je ne le peigne pas? Pourquoi ne faudrait-il pas aider un homme à se trouver et à s'élever? Chaque personne doit aider autrui à découvrir ce qu'il y a de mieux en lui. C'est ça le message d'Alexandre Solzhenitsyn. Merci. Alors, grand merci à Charles Mella d'avoir retracé de cette manière saisissante ce parcours. Nous avons tous ici, la couleur de nos cheveux l'atteste, vu à la télévision, entendu à la radio, lu dans les journaux quelques étapes importante de ce qui est arrivé à Alexandre Solzhenitsyn. Mais là, au fond, nous avons l'occasion de saisir l'importance de ce destin pour nous tous, ici, non seulement en Europe, mais dans le monde, et l'occasion surtout de voir les objets qui ont été évoqués devant vous et que personnellement, j'ai maintenant très envie de venir regarder, non que ce soit des reliques, mais enfin, ce sont comme ça des marques de ce qui s'est passé. Comme d'habitude, les hôtesses vont vous proposer des morceaux de papier sur lesquels vous pourrez rédiger vos questions. Nous faisons une petite pause d'une dizaine de minutes. Dans 10 minutes, lorsque les questions seront arrivées, Charles Mella y répondra. Merci bien. Alors, est-ce que je donne la parole au professeur Mella trop tôt? Il y a des questions qui sont encore en train d'être écrites. C'est bon. Alors, dans ce cas-là, on va enchaîner immédiatement. Il a reçu 3 questions de votre part auxquelles il va répondre. Enfin, je ne sais pas si je peux vraiment y répondre. Je peux en tout cas essayer de vous donner ce que je sais à ce sujet. D'abord, il y a une question. Pourquoi n'avez-vous pas signalé que Solzhenitsyn a passé à Zurich après Berlin? Non, là, simplement, pour les besoins de l'exposé, je n'ai pas allongé tous les détails de son départ, parce que ce qui était pour moi important, c'était de parler de l'exil de l'écrivain qui rédige La Roue rouge. Alors, cette question, donc, je fais volontiers mea culpa, bien sûr, j'aurais pu parler de Solzhenitsyn à Zurich. Mais alors, elle est suivie d'une autre question plus perfide. Le passage en Suisse de Solzhenitsyn n'a pas été favorable. Pourquoi Solzhenitsyn a-t-il été mal reçu dans notre pays? Alors, il y a toujours cette fameuse question de la neutralité qui fait on lui demandait de ne pas intervenir publiquement. C'est ce qui fait qu'il avait évidemment, lui, ça, il ne pouvait pas s'arrêter de parler, donc il n'est pas resté. C'est pour ça qu'il n'est pas resté en Suisse. Il aurait très bien pu rester autrement en Suisse. Et il a renvoyé aux autorités une petite remarque un peu cinglante, peut-être un peu facile. Il me semble que par le passé, vous avez été moins regardant avec un autre Russe qui était présent ici. C'était le fameux passage de Lénine à Zurich, n'est-ce pas? Voilà. Mais je pense que pour lui, alors j'aurais dû quand même parler de sa venue en Suisse parce qu'elle n'était pas gratuite. Il venait en Suisse parce que vous savez que Solzhenitsyn avait un souci extrêmement exigeant du détail et de la connaissance des lieux. Et Lénine avait été à Zurich. Et il a écrit une partie de La Roue rouge, qu'il a après, cette partie-là a fait l'objet d'une publication séparée intitulée Lénine à Zurich. Il a donc voulu repasser par les lieux, voir les endroits, s'imprégner des atmosphères. Et donc sa venue à Zurich n'était pas, on peut dire simplement, un refuge facile qui l'aurait amené à choisir la Suisse. La troisième question, alors là, délicate, je ne peux pas vraiment y répondre, enfin je peux vous dire mon sentiment quand même. Pouvez-vous introduire l'étude qu'Alexandre Solzhenitsyn a écrite à la fin de sa vie sur le rôle des Juifs en Russie? Le titre de l'ouvrage est, alors non pas Nous deux ensemble, mais 2 siècles ensemble. Alors, évidemment, quand Solzhenitsyn est arrivé en Occident, on a toujours été très souvent, enfin il a fait grincer des dents. D'abord parce qu'il
critiquait aussi bien le matérialisme occidental qu'il avait critiqué l'inhumanité du régime communiste. Mais c'est quelqu'un qui menait des recherches, des enquêtes, et dans l'histoire de la Russie, il ne pouvait pas éluder ce moment où, à partir de 1700, je ne sais plus combien, 90, je crois 92, les Juifs de Pologne sont chassés et viennent en Russie. Et puis, les deux dates, elles sont là, c'est-à-dire quand les Juifs de Pologne viennent en Russie et quand les Juifs russes partent en Israël. En gros, et ça fait 2 siècles. Et sa réflexion, mais là, je n'ai pas lu véritablement ni étudié le livre en question, mais sa question profonde chez lui est de dire qu'au fond, il y a un premier problème, c'est que les Juifs étaient également très présents parmi les bolcheviks. Alors évidemment, Solzhenitsyn ne cherche pas forcément à farder les choses. Si c'est un juif qui est un bolchevique redoutable, ou si c'est un juif qui s'est trouvé ici planqué dans un camp, Solzhenitsyn le dit comme tel. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des amis juifs très fortement, comme on le voit dans le premier cercle ou comme on le voit dans le reste de son œuvre. Mais sur le fond, il y a aussi un messianisme. Vous savez que Solzhenitsyn s'intéresse, évidemment, là c'est une chose qui pour nous est moins évidente, qui s'intéresse au destin de la Russie. Pour lui, toute nation a une âme. C'est un peu comme Michelet, cette conception de la nation qui a une âme. Et donc, il cherche ce qui fait l'âme de la Russie. Et pour lui, les Russes, ces Russes-là, c'est aussi un peuple élu. Alors il y aurait 2 peuples élus, le peuple juif et le peuple russe. C'est autour de cette question que se développe l'ouvrage, mais qui n'est pas fait d'après les documents les plus affinés. Ce n'est pas le meilleur ouvrage, Solzhenitsyn, de 2 siècles ensemble. Mais Georges Niva, en tout cas, défend très vivement Solzhenitsyn de toute imputation d'antisémitisme à cet égard. Alors, vous pouvez, je signalais tout à l'heure cet extraordinaire catalogue qui va faire date comme le Cahier de Lerne en 1974. C'est un ouvrage qui donne des documents, certains sont inédits. Aucun de ces documents n'est sorti de la maison de Solzhenitsyn jusqu'à ce jour. Donc c'est vraiment en plus là une toute première qui est réalisée grâce à la générosité de Natalia Dmitrievna, qui était la 2e femme et la collaboratrice de Solzhenitsyn. Donc pendant toutes ces années, depuis déjà, c'est une mathématicienne également, une dissidente au départ. Et donc, depuis les années 59-60 jusqu'à maintenant, elle s'est occupée, donc, elle a vécu avec lui, c'est une des grandes collaboratrices, comme il y en avait pour Dostoïevski, pour Tolstoï, etc. Leurs femmes ont joué un rôle très important également dans leur œuvre. Et donc, elle a prêté ses textes, ses ouvrages, quand Georges Niva est allé la voir, puisque Georges Niva les connaissait. Il est allé les voir déjà dans le Vermont, à Cavendish. Il avait été à l'émission de Bernard Pivot également, et donc il est allé à Moscou voir Natalia Dmitrievna, qui est venue d'ailleurs vendredi dernier, une fois qu'on a eu le plaisir de voir, et une personne très humaine, très attachante, et donc qui a été, on peut dire, qui nous a prêté ses ouvrages. Ce qui fait que dans l'histoire même, dans la connaissance de la vie de Solzhenitsyn et de son œuvre, ce volume va représenter certainement un tournant important. Donc vous le trouverez en vente à la Fondation Bodmer et puis après également en vente en librairie. Ce sont les éditions des Syrtes qui ont édité cet ouvrage, comme ils avaient édité d'ailleurs
le catalogue d'une précédente exposition que nous avions faite sur les trésors du siècle d'or russe de Pouchkine à Tolstoï. Et c'est vraiment superbement fait. Les photographies des manuscrits ont été faites à Moscou par Oleg Parchin, et le travail de composition et d'édition fait par Olympia Verger aux éditions des Sirtes de Serge de Palaine est en effet un modèle du genre. Donc je ne saurais trop vous encourager à vous procurer ce livre et surtout à lire ou à relire Solzhenitsyn, parce que bien sûr, j'ai évoqué, il y a Ivan Denisovitch, il y a Pagan Cancéreux, il y a la maison de Matriona qui est un pur bijou également, il y a l'archipel du Goulag, mais il y a la roue rouge. Et la roue rouge, d'ailleurs, je voulais vous parler de la roue rouge, mais j'étais écrasé par la tâche moi-même, c'est-à-dire que pour arriver à maîtriser un tel ensemble qui n'est pas encore entièrement publié, et c'est évidemment un travail trop colossal et puis qui excéderait simplement une heure de conférence. Mais La Roue Rouge, qui est en train d'être publiée maintenant dans les traductions sont pas finies et qui sont publiées chez Fayard, c'est une œuvre donc qui appartient maintenant au XXIe siècle. C'est une œuvre qui est maintenant notre contemporaine et qui est à lire. Alors que vous ayez ce désir de lire, et aussi les petits textes poétiques de Solzhenitsyn, les miniatures, les Zacharie Lescarcelles, ou encore les récits appariés, ce sont de purs chefs-d'œuvre, parce qu'il a une écriture très condensée aussi. Même quand il fait une œuvre longue, on a souvent le sentiment que le chapitre est à lui seul, comme une sorte de tout, replié sur lui-même. C'est très net dans le premier cercle, c'est souvent des chapitres de 2-3 pages, comme une sorte de nouvelle, avec en même temps une densité, une force et des éclairs de poésie. C'est une poésie dans la prose elle-même de Solzhenitsyn. Très très grand écrivain. Voilà, merci encore une fois à Charles Mella. Merci à vous d'avoir suivi cette année la série des conférences de littérature. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre toutes les séries, mais je vous signale au passage que celle-ci est la dernière de l'année pour la section de littérature qui reprendra au début de l'année prochaine, et je peux vous ouvrir le rideau sur le programme de l'automne. Nous commencerons avec un romancier, Daniel de Roulet, qui a accepté de venir nous parler. Comme d'habitude, quand nous invitons un auteur, c'est pour qu'il nous dise pourquoi il écrit et ce qu'il écrit. Et puis nous aurons un ancien secrétaire de l'Union internationale des éditeurs, qui est un passionné de cette épopée nordique du Kalevala, qui a été réunie au début du XIXe siècle. Une chose que nous lisons peu, nous la connaissons à cause de la musique de Sibelius qui fait souvent allusion à des épisodes du Kalevala, mais je pense que vous aurez, après avoir entendu parler M. Koutchoumov, vous aurez envie, vous aussi, de vous plonger dans le Kalevala. Et d'ici là, je sais que vous avez assez à faire avec Solzhenitsyn. Je vous souhaite donc un bon été.